Lors des résultats ADN familiaux, tout le monde correspondait sauf moi. Mon oncle a dit, on dirait que tu ne fais pas partie de la famille. Ma mère a baissé les yeux. Puis ma fille s'est levée et a dit, papa a dit d'apporter ça si la vérité éclatait. Elle a remis le dossier à l'avocat et il est devenu pâle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais cru qu'un simple test ADN familial pourrait détruire tout ce que je croyais savoir sur ma vie. Mais lorsque ma fille de 8 ans s'est levée dans cette pièce pleine de parents et a tendu une mystérieuse enveloppe à notre avocat de famille, j'ai su que notre monde était sur le point de changer à jamais. C'était censé être amusant, vous savez, ces kits ADN généalogiques dont tout le monde raffole. Je pensais que ce serait le moyen idéal de réunir notre famille après 2 ans de silence gênant et de regards froids. Je m'appelle Maya Brox et j'ai 42 ans. Je travaille dans le marketing, je suis divorcé, et j'ai passé toute ma vie avec le sentiment de ne pas être à ma place, surtout au sein de ma propre famille. La personne qui m'a toujours donné l'impression d'être à ma place était mon défunt mari, Marcus. Il est mort d'une crise cardiaque foudroyante il y a 2 ans, me laissant élever seule notre fille, Zoé. Zoé a maintenant 8 ans, et elle possède cette sagesse tranquille qui me prend parfois au dépourvu. Elle a toujours été la petite assistante de papa, même aujourd'hui, elle se promène avec ce sac à dos usé rempli de ce qu'elle appelle « les choses importantes de papa ». Ma mère, Carole, a 68 ans. C'est une enseignante à la retraite qui a toujours été la matriarche de la famille. Elle a cette façon de vous faire sentir insignifiante sans même essayer. Elle est particulièrement distante depuis la mort de Marcus, comme si elle construisait des murs que je ne peux pas franchir. Puis il y a mon oncle Victor, qui a 65 ans et ne manque jamais une occasion de me rappeler que je suis différente du reste de la famille. Il a de l'argent, il a des opinions, et il n'a jamais hésité à partager ni l'un ni l'autre. Lorsque j'ai organisé cette fête de révélation des résultats ADN, j'ai invité notre avocat de famille, Nathan Reed, pour être témoin de tout. Il y avait eu quelques questions sur l'héritage après le décès de Marcus, et je pensais que rendre les choses officielles pourrait aider à apaiser les tensions. Nathan est notre avocat de famille depuis des années et il connaissait Marcus mieux que quiconque. J'ai passé des semaines à me préparer pour cette journée. J'ai fait des graphiques, acheté des enveloppes spéciales pour les résultats de chacun et même préparé un arbre généalogique simple que Zoé pourrait comprendre. Je voulais qu'elle se sente connectée à son héritage, qu'elle comprenne d'où elle venait. Je n'avais aucune idée que tout ce que je croyais savoir sur mes origines était un mensonge. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes, la façon dont les mains de ma mère tremblaient quand elle a ouvert son kit ADN, la manière dont l'oncle Victor n'arrêtait pas de plaisanter sur le fait que j'allais découvrir que j'avais été adopté, la façon dont ma fille de 8 ans serrait plus fort son sac à dos chaque fois que quelqu'un mentionnait les secrets de famille. Mais j'étais tellement concentré sur l'idée de réunir tout le monde, de guérir les failles qui s'étaient creusées depuis la mort de Marcus, que j'ai manqué tous les signaux d'alarme. Je pensais organiser une célébration. Au lieu de cela, je préparais le terrain pour la plus grande révélation de ma vie. Ce que j'ignorais, c'est que ma précieuse petite fille portait la clé du plus sombre secret de notre famille depuis 2 ans. Marcus lui avait confié quelque chose de si explosif que cela ferait voler en éclats 3 générations de mensonges soigneusement construits. Et elle avait attendu, avec la patience que seul un enfant peut avoir, le moment exact pour le révéler. Ce moment est arrivé lorsque les résultats ADN ont montré que je ne partageais aucun matériel génétique avec les personnes qui m'avaient élevé. Quand l'oncle Victor m'a regardé avec ce sourire cruel en disant que je n'étais pas à ma place. Quand ma mère a fixé le sol comme si elle ne supportait pas de me regarder. C'est à ce moment-là que ma fille de 8 ans est devenue la personne la plus courageuse de la pièce. Elle s'est levée, a fouillé dans son sac à dos et en a sorti une enveloppe qui allait tout changer. Quand elle l'a tendue à Nathan Reed, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a terrifié. Il savait ce qui allait arriver. D'une manière ou d'une autre, il attendait ce moment lui aussi. L'enveloppe était épaisse, d'apparence officielle, et scellée avec le genre de soin que l'on prend pour manipuler quelque chose de précieux et de dangereux. Alors que les mains de Nathan tremblaient en l'ouvrant, que son visage devenait complètement blanc en lisant le contenu, j'ai réalisé que mon mari avait orchestré tout ce moment d'outre-tombe. Il avait su que ce jour viendrait. Il avait préparé notre fille de 8 ans à être la gardienne d'une vérité si puissante qu'elle réécrirait toute notre histoire familiale. Et il lui avait fait confiance, entièrement confiance, pour savoir exactement quand et comment la révéler. À cet instant, en regardant ma petite fille se tenir là avec une détermination si tranquille, j'ai su que ce qui se trouvait dans cette enveloppe allait soit nous détruire, soit nous libérer. Il n'y avait pas de retour en arrière possible.
La vérité allait enfin éclater, et elle allait provenir de la source la plus inattendue imaginable. Ma fille de 8 ans était sur le point de devenir l'héroïne d'une histoire que je ne savais même pas que nous étions en train de vivre. En grandissant, j'ai toujours eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Alors que ma mère, Carole, avait des yeux verts saisissants et des cheveux auburn qui captaient la lumière à la perfection, j'avais des cheveux châtain banal et des yeux noisettes qui ne semblaient s'accorder avec rien. Mon père, Marcus, plaisantait en disant que j'avais hérité des gènes mystérieux, mais pour moi, ça n'a jamais été une blague. C'était un rappel constant que je n'étais pas tout à fait à ma place. Carole était le genre de mère qui corrigeait votre posture à table et s'assurait que vos devoirs étaient parfaits avant que vous puissiez regarder la télévision. Elle a enseigné en primaire pendant 35 ans, et parfois, j'avais l'impression qu'elle continuait de m'enseigner des leçons que je n'arrivais pas à saisir. Il y avait toujours cette distance entre nous, comme si elle me regardait à travers une vitre. Quand les autres mères se vantaient de leurs filles, Carole souriait poliment et changeait de sujet. L'oncle Victor s'assurait que je n'oublie jamais à quel point j'étais différente. À chaque réunion de famille, il faisait ces petites remarques. Maya a son propre style, n'est-ce pas? Ou, eh bien, Maya a toujours été la créative de la famille. Mais la façon dont il le disait donnait l'impression que la créativité était un défaut de caractère. Il m'ébouriffait les cheveux en m'appelant l'électron libre de la famille, et tout le monde riait comme si c'était charmant. Pour moi, ça n'a jamais été charmant. La seule personne qui m'a fait me sentir complètement accepté était Marcus. Dès notre rencontre à l'université, il avait cette façon de me regarder comme si j'étais exactement celle que j'étais censée être. Il ne s'est jamais demandé pourquoi j'étais si différente de ma famille, ne m'a jamais fait sentir que je devais m'intégrer dans un moule prédéterminé. Quand nous nous sommes mariés, il disait qu'il était tombé amoureux de mon indépendance, de ma capacité à penser en dehors du carcan familial. Marcus était le pont entre moi et ma famille. Il pouvait faire rire Carole comme je n'y arrivais jamais. Il passait des heures à écouter les histoires de business de l'oncle Victor sans lever les yeux au ciel. Il rendait les réunions de famille supportables parce qu'il appréciait sincèrement les gens, d'une manière qui lui venait naturellement mais qui me semblait impossible. Quand Zoé est née il y a 8 ans, j'ai pensé que les choses changeraient peut-être. Que le fait d'avoir une petite fille adoucirait Carole, la rendrait plus chaleureuse envers moi. Et ce fut le cas, dans une certaine mesure. Elle a adoré Zoé dès sa naissance. Mais même là, je remarquais comment elle commentait les traits de Zoé. Elle a les yeux de Marcus, disait-elle, ou elle a clairement le nez des Brox, du côté de son père. Jamais rien qui ne relie Zoé à mon côté de la famille. Marcus l'avait remarqué aussi, bien qu'il n'ait jamais rien dit directement. Au lieu de cela, il s'assurait que Zoé sache qu'elle était spéciale, exactement comme elle était. Il l'emmenait dans de petites aventures, juste tous les deux, et il revenait avec des blagues et des secrets partagés. Zoé vénérait son père, et il la traitait comme la personne la plus importante au monde. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas est apparu il y a 2 ans, un mardi matin de mars. Marcus s'est effondré au travail, et le temps que j'arrive à l'hôpital, il était déjà parti. Crise cardiaque massive à 45 ans. Aucun avertissement, aucun symptôme, aucune chance de lui dire au revoir. Un jour, il préparait des crêpes en forme de papillon pour Zoé, et le lendemain, il n'était plus là. C'est à ce moment-là que la véritable distance avec ma famille a commencé. Carole a pleuré Marcus comme si elle avait perdu son propre fils, ce que je comprenais, mais elle semblait aussi se replier complètement sur elle-même, comme si sa perte avait coupé le seul lien que nous ayons jamais vraiment eu. L'oncle Victor a cessé ses petites blagues sur ma différence. À la place, il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, comme s'il attendait quelque chose. Les problèmes d'héritage ont commencé presque immédiatement. Il y avait des questions sur une propriété que Marcus possédait, des investissements qu'il avait faits et un fonds en fiducie qu'il avait créé pour Zoé. Rien de dramatique, mais suffisamment de complexité juridique pour que Nathan Reed suggère que nous pourrions avoir besoin de clarifier certaines relations familiales pour les formalités administratives. C'est à ce moment-là que Carole a fait sa première remarque étrange. « Il vaut mieux ne pas toucher à certaines choses », a-t-elle dit lorsque Nathan a mentionné la possibilité de tests génétiques pour établir une lignée claire pour la fiducie. Marcus s'est occupé de tout ça. Nous n'avons pas besoin de déterrer le passé. Mais Zoé souffrait de l'absence de son père, et je cherchais désespérément des moyens de connecter notre petite famille à quelque chose de plus grand. Quand ces kits ADN généalogiques ont été en promotion à Noël dernier, j'ai pensé qu'ils seraient parfaits. Nous pourrions en apprendre davantage sur notre héritage,
peut-être trouver des parents éloignés, donner à Zoé un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus vaste que nous deux. J'aurais dû prêter plus d'attention au silence de Zoé lorsque j'ai mentionné les tests ADN. Elle transportait ce sac à dos partout depuis la mort de Marcus, prétendant qu'il contenait les papiers importants de papa, mais je pensais que c'était juste sa façon de rester proche de sa mémoire. Je n'aurais jamais imaginé qu'à l'intérieur de ce sac à dos usé se trouvait la clé pour comprendre pourquoi j'avais passé 42 ans à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille. Le matin de la fête de révélation des résultats ADN, alors que j'installais le salon de Carole avec des graphiques et des cahiers, je me sentais pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois. Enfin, nous allions avoir des réponses. Enfin, j'allais comprendre où était ma place dans cet arbre généalogique. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de la journée, je découvrirais que je n'y avais aucune place. L'atmosphère dans le salon de Carole semblait festive lorsque nous avons commencé. J'avais disposé les chaises en cercle, placé les résultats ADN scellés de chacun sur la table basse, et même apporté des stylos de couleur pour que nous puissions tracer nos liens familiaux ensemble. Zoé était assise en tailleur sur le tapis, son sac à dos omniprésent à côté d'elle, coloriant un modèle d'arbre généalogique que j'avais fait spécialement pour elle. « Ça va être tellement amusant », ai-je annoncé, essayant d'insuffler de l'enthousiasme dans la pièce. Nous pourrions même trouver des parents célèbres ou découvrir que nous sommes de sang royal. L'oncle Victor a gloussé et a ramassé son enveloppe. Voyons voir quel secret l'ADN de la famille Winters recèle. Il l'a déchiré avec un air théâtral, parcourant rapidement les résultats. Irlandais et allemand, comme prévu. 47% de correspondance avec Carole ici. Des frères et sœurs parfaits, comme annoncé. Carole a ouvert la sienne ensuite, et ses mains étaient plus stables que je ne l'avais prévu. Pareil ici. 73% irlandais, 22% allemand, 5% d'Europe mystérieuse. Elle a regardé la section des correspondances ADN. Oh, regarde, je corresponds avec la cousine Betty dans l'Ohio. Pas de nouvelles d'elle depuis des années. Nathan Reed était assis tranquillement dans son coin, sa mallette à ses pieds, ayant plus l'air d'assister à une réunion d'affaires qu'à une fête de famille. Je lui avais demandé d'être témoin officiel des résultats pour les documents de la fiducie, mais maintenant, sa présence formelle pesait étrangement dans la pièce joyeuse. « Maman, ça veut dire quoi encore, l'ADN » Zoé a levé les yeux de son coloriage, un crayon violet en suspens dans sa petite main. « C'est comme une recette qui fait de toi qui tu es, ma chérie. Chacun reçoit la moitié de sa recette de sa maman et l'autre moitié de son papa. Et ça remonte à travers tous les grands-parents et arrière-grands-parents. Donc ma recette vient de toi et de papa ? Exactement. Et ma recette vient de mamie Carole et de papy Marcus. J'ai fait un geste vers Carole, qui étudiait toujours ses résultats avec une intensité inhabituelle. L'oncle Victor s'est penché en avant sur sa chaise. Maya, tu ne vas pas ouvrir la tienne ? On meurt tous d'envie de voir de quels endroits exotiques proviennent tes gènes mystérieux. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait hésiter, mais je l'ai attribué à sa tendance habituelle au sarcasme. J'ai pris mon enveloppe, notant son aspect officiel avec le sceau du laboratoire et mon nom complet imprimé sur le devant. Allons-y, je l'ai déchiré et j'ai sorti l'épais paquet de papier. La répartition des origines était en haut, et j'ai tout de suite vu que ça n'allait pas correspondre à ce que j'attendais. Au lieu d'un héritage irlandais et allemand, mes résultats montraient 62% scandinave, 31% Europe de l'Est et 7% baltique. Pas un seul point de pourcentage ne correspondait à ce que Carole et Victor venaient de partager. C'est étrange, ai-je murmuré, passant à la page des correspondances ADN. Mon estomac a commencé à se nouer alors que je parcourais la liste des parents potentiels. Aucun des noms ne m'était familier. Plus important encore, quand j'ai cherché le nom de Carole dans mes correspondances, il n'y était pas. Qu'est-ce qui est étrange ? La voix de Carole n'était qu'un murmure. J'ai vérifié à nouveau les documents, pensant qu'il devait y avoir une erreur. Maman, d'après ça, nous ne partageons aucun ADN. Ça ne peut pas être vrai. Laisse-moi revoir tes résultats. Victor était maintenant assis sur le bord de sa chaise, et j'ai remarqué que son expression avait complètement changé. Le personnage de l'oncle jovial avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de l'anticipation. J'ai étalé les deux documents sur la table basse, comparant systématiquement les chiffres. Carole était irlandaise et allemande. J'étais scandinave et d'Europe de l'Est. Dans la section des correspondances ADN, nous n'avions aucun chevauchement. Selon ces résultats scientifiques, nous étions de parfaites étrangères. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit, ma voix devenant plus aiguë. Ces tests font parfois des erreurs, non ?
Peut-être qu'ils ont mélangé les échantillons. La pièce était devenue complètement silencieuse, à l'exception du bruit du crayon de Zoé se déplaçant sur son papier. Même elle semblait sentir la tension monter autour des adultes. L'oncle Victor a posé ses résultats et m'a regardé directement avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Sa voix était froide et délibérée quand il a parlé. Eh bien, je suppose que ça règle la question une bonne fois pour toutes. Tu n'as vraiment pas ta place dans cette famille, n'est-ce pas, Maya? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas ta place. L'ADN ne ment pas, ma chérie. Tu n'es pas une Winters et tu ne l'as jamais été. Zoé a arrêté de colorier et a levé les yeux vers son oncle, la confusion se lisant sur son visage de 8 ans. Oncle Victor, pourquoi es-tu méchant avec ma maman? Carole fixait le sol, comme si elle essayait de disparaître dedans. Ses mains étaient si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient devenues blanches. J'ai senti tout mon monde basculer sous mes pieds. 42 ans à me sentir différente, à ne pas être à ma place, à me demander pourquoi j'étais l'intruse sur chaque photo de famille, prenait soudain un sens horrible. Maman? Ma voix tremblait maintenant. Maman, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir une erreur avec ces tests. Carole a levé la tête juste assez pour croiser mon regard, et ce que j'y ai vu m'a terrifié. Ce n'était ni de la surprise ni de la confusion. C'était de la résignation, comme si elle attendait ce moment depuis des décennies. Il n'y a pas d'erreur, a-t-elle murmuré. C'est à ce moment-là que Zoé s'est levée. Ma petite fille tranquille s'est relevée de sa place sur le tapis avec une détermination qui semblait bien trop adulte pour son âge. Elle serrait son sac à dos contre sa poitrine, et sa voix était si ferme que tout le monde dans la pièce s'est tourné pour la regarder. Papa m'a dit quelque chose d'important avant d'aller au ciel. La pièce entière s'est figée quand Zoé a parlé. Ma fille de 8 ans, qui coloriait tranquillement quelques instants auparavant, se tenait maintenant au centre de notre cercle familial avec une assurance qui a fait battre mon cœur à tout rompre. Elle a serré son sac à dos plus fort contre sa petite poitrine, et je pouvais voir la détermination de son père dans la ligne de sa mâchoire. « Qu'est-ce que papa t'a dit, ma chérie ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix douce malgré le chaos qui tourbillonnait dans ma tête. Zoé a regardé chaque visage d'adulte dans la pièce, ses jeunes yeux observant le sourire narquois de l'oncle Victor, la posture coupable de Carole et l'expression de plus en plus mal à l'aise de Nathan Reed. Quand elle a parlé, ses mots étaient prudents et précis, comme si elle les avait répétés. Papa a dit que parfois, les grands gardent des secrets parce qu'ils pensent que ça protégera les gens qu'ils aiment. Mais il a dit que les secrets peuvent aussi faire du mal aux gens, surtout quand ils donnent à quelqu'un l'impression de ne pas être à sa place. Mon souffle s'est coupé. Marcus avait préparé notre fille pour ce moment, sachant d'une manière ou d'une autre qu'un jour la vérité sur notre famille s'effondrerait autour de nous. Il m'a donné quelque chose de très important à garder en sécurité, a continué Zoé, ouvrant la fermeture éclair de son sac à dos avec des mouvements délibérés. Il a dit que s'il y avait un jour où les gens étaient confus à propos de notre famille, ou si maman avait l'air vraiment triste et effrayée de ne pas savoir d'où elle venait, je devrais donner ça à monsieur Nathan. Elle a sorti une grande enveloppe en papier craft, épaisse de documents et scellée avec du ruban adhésif qui avait légèrement jauni avec le temps. Sur le devant, de l'écriture familière de Marcus, on pouvait lire « Pour Maya, quand la vérité ne peut plus attendre ». Nathan Reed s'est levé brusquement, le visage pâle. « Zoé, ma chérie, es-tu sûre que ton papa voulait que tu me donnes ça aujourd'hui ?» Zoé a hoché la tête solennellement. « Il m'a fait faire une super promesse. Il a dit que vous êtes la personne qui aide les familles avec les papiers importants et que vous sauriez quoi faire avec la vérité de papa. » Je fixais l'enveloppe dans les petites mains de ma fille, me sentant comme si j'étais au bord d'une falaise. Tout dans ma vie m'avait mené à ce moment, et je savais que ce qui se trouvait à l'intérieur de cette enveloppe allait soit me détruire, soit enfin me libérer. « Maya, peut-être devrions-nous en discuter en privé », a dit Nathan, son instinct d'avocat prenant le dessus, sans la présence de Zoé. Non, le mot est sorti plus fort que je ne le pensais. Zoé porte ce fardeau depuis 2 ans. Elle a été plus courageuse que nous tous et elle mérite de voir ça jusqu'au bout. Carole a soudainement repris vie, la panique inondant sa voix. Maya, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Certaines choses feraient mieux de rester enfouies. Pense à Zoé, pense à ce que cela pourrait lui faire. Mais j'ai regardé ma fille, qui avait passé 24 mois à garder le secret de son père avec la patience et la sagesse que seuls les enfants possèdent parfois, et j'ai su qu'elle était plus forte que nous ne l'avions jamais imaginé. Zoé, ai-je dit, m'agenouillant à sa hauteur, es-tu absolument sûre que papa voulait que tu fasses ça aujourd'hui ?
Elle a hoché la tête sans hésitation. Il a dit que je saurais que c'était le bon moment parce que tu aurais l'air perdu et triste, et que les gens diraient des choses méchantes sur le fait que tu n'es pas à ta place. Il a dit que quand ça arriverait, je devrais être courageuse et aider notre famille à trouver la vérité. L'oncle Victor s'est adossé à sa chaise, son expression passant d'un amusement cruel à quelque chose de plus proche de l'inquiétude. Maya, peut-être que ta mère a raison. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas remuer le passé. Tu plaisantes ? Je me suis levé, la colère l'emportant enfin sur ma peur. Tu viens de me dire que je n'ai pas ma place dans cette famille. Tu as passé toute ma vie à me faire sentir comme une étrangère, et maintenant tu veux que j'ignore la seule chance que j'ai de comprendre pourquoi ? Je me suis tourné vers Nathan, ma décision se cristallisant. Prends l'enveloppe. Quoi que Marcus ait laissé pour moi, quoi qu'il ait confié à notre fille de 8 ans pendant 2 ans, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Nathan a hésité, regardant tour à tour moi et Carole. Maya, en tant que votre avocat, je dois vous avertir que certaines révélations ne peuvent pas être annulées. Une fois que nous aurons ouvert ceci, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a déjà plus de retour en arrière, ai-je dit, désignant les résultats ADN éparpillés sur la table basse. Selon la science, je ne suis apparenté à personne dans cette pièce, à l'exception de Zoé. J'ai passé 42 ans à sentir que je n'étais à ma place nulle part, et apparemment mon mari savait pourquoi. Je mérite de connaître la vérité. Zoé s'est approchée de Nathan et lui a tendu l'enveloppe. Monsieur Nathan, papa a dit que vous étiez le plus gentil des grands qu'il connaissait et que vous aideriez maman à tout comprendre, même quand ça fait peur. Nathan a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je pouvais le voir lire l'écriture de Marcus sur le devant, et quelque chose dans son expression m'a dit qu'il s'attendait lui aussi à ce moment. Papa a aussi dit, a ajouté Zoé, revenant se tenir à côté de moi et glissant sa petite main dans la mienne, que les familles sont faites d'amour, pas seulement d'ADN. Il a dit que c'est la chose la plus importante à retenir quand la vérité éclatera. J'ai serré la main de ma fille, puisant de la force dans sa foi inébranlable dans le plan de son père. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, quelle que soit la vérité que Marcus avait cachée pendant des décennies, nous allions y faire face ensemble. Nathan a brisé le sceau, et j'ai retenu mon souffle alors qu'il commençait à lire. Les mains de Nathan tremblaient visiblement alors qu'il sortait le premier document de l'enveloppe. Ses yeux se sont écarquillés en parcourant la page, et j'ai vu la couleur quitter complètement son visage. Il m'a regardé, puis Carole, puis a de nouveau baissé les yeux sur les papiers avec une expression de choc total. Maya, je pense que vous devriez vous asseoir pour ça, a-t-il dit doucement. Dites-moi simplement ce qu'il y a écrit, ai-je exigé, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Nathan a pris une profonde inspiration et a brandi le premier document. Ceci est un dossier hospitalier de l'hôpital Saint-Marie, daté d'il y a 42 ans et 3 mois. Il indique que Carole Winters a donné naissance à une fille qui n'a vécu que 6 heures en raison de graves malformations cardiaques. Le silence est devenu total dans la pièce. Carole a laissé échapper un son qui se situait entre un hoquet et un sanglot. « Ça ne peut pas être vrai », ai-je murmuré. « Je suis là, je suis vivante. » Nathan a sorti le deuxième document, sa voix devenant plus clinique alors qu'il continuait. Ceci est un dossier de placement d'adoption non officiel, datant également d'il y a 42 ans. Il montre que 3 jours après la mort de la fille biologique de Carole, une petite fille a été placée dans le foyer des Winters par un arrangement privé. Les parents biologiques étaient répertoriés comme Jennifer et Thomas Larson, âgés de 19 et 21 ans, décédés dans un accident de voiture lorsque le bébé avait 6 mois. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Vous êtes en train de dire que je suis adopté ? Pas légalement, a dit Nathan d'un air sombre, sortant un troisième document. Ceci semble être une lettre de confession écrite par Marcus, et elle est datée de seulement 2 mois avant sa mort. Il s'est éclairci la gorge et a commencé à lire à haute voix l'écriture familière de Marcus. À ma bien-aimée Maya, si tu entends ceci, cela signifie que la vérité a enfin éclaté. Je suis tellement désolé de t'avoir caché cela si longtemps, mais la santé mentale de Carole était si fragile après avoir perdu sa fille biologique que j'avais peur que la vérité ne la détruise complètement. Zoé a serré ma main plus fort alors que Nathan continuait à lire. Le bébé qui a été placé avec Carole et moi, c'était toi, Maya. Tes parents biologiques, Jennifer et Thomas Larson, étaient de jeunes étudiants qui sont morts dans un accident de voiture quand tu avais 6 mois. La mère de Jennifer, Hélène Larson, te cherche depuis plus de 40 ans. L'adoption a été arrangée en privé par une assistante sociale qui savait que Carole était en deuil, mais elle n'a jamais été légalisée. Carole était si profondément déprimée qu'elle pouvait à peine fonctionner,
et j'avais peur de la perdre aussi. Carole pleurait maintenant, ses mains couvrant son visage. J'ai essayé de t'aimer, sanglota-t-elle. J'ai tellement essayé. Mais chaque fois que je te regardais, cela me rappelait le bébé que j'avais perdu. Tu méritais tellement mieux que ce que je pouvais te donner. Nathan a sorti un autre document. Ceci est une lettre d'Helen Larson, votre grand-mère biologique. Elle travaille avec des enquêteurs privés depuis des décennies pour essayer de vous retrouver. Selon ceci, elle a 89 ans et vit au Minnesota. Mon esprit était en plein chaos. Une grand-mère dont j'ignorais l'existence, des parents biologiques morts quand j'étais bébé, une mère qui pleurait son propre enfant perdu depuis 42 ans. Tout prenait soudain un sens terrible et parfait. Il y a plus, a dit Nathan, sa voix plus douce maintenant. Il a sorti une photographie et me l'a tendue. C'était une photo d'une jeune femme avec exactement ma couleur de cheveux et la structure de mon visage, tenant un bébé. Au dos, quelqu'un avait écrit « Jennifer et Maya, 3 mois ». J'ai regardé la photographie, voyant mes propres traits se refléter dans cette étrangère qui était ma mère biologique. Pour la première fois de ma vie, je regardais quelqu'un qui me ressemblait. « Papa savait tout ça ?» a demandé Zoé, son esprit de 8 ans essayant de traiter l'énormité de ce que nous venions d'apprendre. Nathan a hoché la tête et a sorti le dernier document. « Marcus a écrit une lettre séparée pour toi, Zoé. Il voulait que tu comprennes pourquoi il t'a demandé de garder ce secret. » Il a lu d'un morceau de papier plus court. « Ma courageuse petite Zoé, au moment où tu liras ceci, tu comprendras que les familles sont compliquées. Ta maman n'a jamais su qu'elle était adoptée parce que nous essayons de protéger les sentiments de tout le monde. Mais les secrets peuvent blesser les gens, et ta maman mérite de savoir qui elle est vraiment. Tu es le pont entre les anciens secrets et la nouvelle vérité. Merci d'être assez forte pour aider notre famille à guérir. » L'oncle Victor, qui était resté silencieux pendant toute la révélation, a finalement parlé. « Maya, je te dois des excuses. J'ai toujours su que quelque chose était différent, mais je n'ai jamais su quoi. Je n'aurais jamais dû te faire sentir mal à l'aise. » Je regardais les gens qui m'avaient élevé, réalisant que leur distance n'avait pas été du rejet, mais du chagrin, de la culpabilité et de la peur. Carole avait pleuré sa fille biologique tout en essayant d'aimer l'enfant de quelqu'un d'autre. Marcus avait protégé tout le monde tout en portant le poids de cet énorme secret. J'ai une grand-mère, ai-je dit doucement, la réalité s'installant enfin. J'ai une famille biologique qui me cherche. Zoé a tiré sur ma main. « Maman, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de famille à aimer ?» À travers mes larmes, j'ai réalisé que ma sage petite fille venait de poser la question la plus importante de toutes. Le silence qui a suivi les derniers mots de Nathan donnait l'impression que l'univers entier avait basculé sur son axe. J'étais assise là, tenant une photographie de ma mère biologique, une femme dont j'ignorais l'existence, tandis que ma fille de 8 ans me serrait la main avec une force qui ne peut venir que d'un amour pur. Carole a été la première à rompre le silence. Elle s'est approchée de l'endroit où j'étais assise et s'est agenouillée devant moi, les yeux rouges de larmes mais plus clairs que je ne les avais vus depuis des années. « Maya, je veux que tu saches que ton père, Marcus, t'a aimé dès l'instant où tu es entrée dans nos vies. C'est lui qui a insisté pour que nous te gardions, qui s'est battu pour toi quand j'étais trop brisée pour me battre pour quoi que ce soit. Je me noyais dans le chagrin, et j'ai laissé ce chagrin empoisonner la façon dont je t'ai traité pendant 42 ans. C'est de ma faute, pas de la tienne. » J'ai regardé cette femme qui m'avait élevé, la voyant clairement pour la première fois. Elle n'était pas la mère froide et distante que j'avais toujours perçue, elle était une femme qui avait perdu son enfant biologique et à qui on avait donné le bébé de quelqu'un d'autre à aimer, mais qui n'avait jamais vraiment fait le deuil de cette perte ni appris à séparer sa douleur de son amour pour moi. Je comprends maintenant pourquoi je n'ai jamais eu l'impression d'être à ma place, ai-je dit doucement. Mais, Carole, tu m'as aimé. Peut-être pas de la manière dont j'en avais besoin, mais tu m'as gardé en sécurité. Tu m'as élevé. Ça compte pour quelque chose. L'oncle Victor s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre, nous tournant le dos. Quand il s'est finalement retourné, j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, la honte. Maya, j'ai été cruel avec toi toute ta vie parce que je savais que quelque chose était différent, et au lieu d'être curieux ou compatissant, je l'ai utilisé comme une arme. Je t'ai fait sentir comme une étrangère parce que cela me donnait un sentiment de supériorité. J'ai honte de l'homme que j'ai été pour toi. Nathan a soigneusement rassemblé tous les documents dans l'enveloppe. Maya, il y a les coordonnées d'Helen Larson ici, votre grand-mère biologique. Selon les notes de Marcus, elle espère ce jour depuis plus de 40 ans. L'idée d'avoir une grand-mère qui m'avait réellement cherché, qui voulait me connaître,
me semblait à la fois bouleversante et merveilleuse. Zoé, qui avait tout écouté avec la patience remarquable que les enfants possèdent parfois, a tiré sur ma manche. « Maman, tu es triste ou heureuse ?» J'ai pris ma fille sur mes genoux, m'émerveillant de la façon dont cette petite personne avait porté un si énorme secret avec une telle grâce. « Je suis les deux, ma chérie. Je suis triste que papa ait dû garder ce secret si longtemps, et je suis triste que mamie Carole ait souffert pendant tant d'années. Mais je suis heureuse que nous connaissions enfin la vérité, et je suis heureuse que nous ayons peut-être plus de famille à aimer. » Papa était vraiment intelligent, a dit Zoé, d'un ton neutre. Il savait exactement quand je devais donner l'enveloppe à Monsieur Nathan. Elle avait raison. Marcus avait orchestré toute cette révélation avec une précision qui ne peut venir que d'un amour et d'une compréhension profonde. Il savait que les tests ADN finiraient par révéler la vérité, et il avait préparé notre fille à être le pont entre le passé douloureux et l'avenir plein d'espoir. 3 semaines plus tard, j'étais assise à l'aéroport de Minneapolis avec Zoé, attendant notre vol de retour après avoir rencontré Helen Larson pour la première fois. Ma grand-mère biologique était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Elle était chaleureuse, drôle et me ressemblait tellement que Zoé n'arrêtait pas de glousser en soulignant nos similitudes. Hélène nous avait montré des albums photos remplis de mes parents biologiques, nous avait raconté des histoires sur leur vie courte mais heureuse, et avait pleuré de joie en rencontrant enfin la petite fille qu'elle n'avait jamais cessé de croire qu'elle retrouverait. « Maman, » a dit Zoé alors que nous attendions pour embarquer, « je pense que papa serait vraiment fier de nous. » « Et pourquoi ça, mon bébé ? » Parce que nous avons été assez courageuses pour apprendre la vérité, et nous n'avons pas laissé ça nous rendre méchants avec les gens. On a juste eu plus d'amour. Elle avait raison. Carole et moi travaillions à construire une nouvelle relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur un chagrin inexprimé. L'oncle Victor avait commencé à appeler régulièrement, essayant sincèrement de se faire pardonner des décennies de cruauté irréfléchie. Hélène était devenue la grand-mère que j'avais toujours souhaitée, et Zoé avait gagné une arrière-grand-mère qui la gâtait avec l'enthousiasme de quelqu'un qui rattrape le temps perdu. Plus important encore, j'ai enfin compris pourquoi j'avais passé toute ma vie à sentir que je n'étais pas à ma place. Ce n'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, c'était parce que j'essayais de m'intégrer dans une histoire qui n'était pas la mienne, portant le poids du chagrin de quelqu'un d'autre sans en comprendre la raison. Marcus m'avait fait le plus beau des cadeaux. Il avait confié à notre fille de 8 ans la clé de ma liberté. Par son courage innocent, il m'avait montré que la famille ne se résume pas à l'ADN ou au lien du sang. Elle est faite des gens qui choisissent de vous aimer, de vous protéger et de se battre pour votre bonheur, même quand c'est difficile. La vérité avait fait mal, mais elle m'avait aussi libéré. Et parfois, c'est exactement à cela que ressemble l'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos propres découvertes familiales, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage compliqué et magnifique qu'est la vie.